Chers lecteurs et lectrices, aujourd'hui nous allons vous raconter l'histoire d'un tueur en série du nom de Vadim Ershov. Voici son récit audio en mettant en scène les aspects les plus malsains, sadiques, oppressants et sanguinaires de ses atrocités. La particularité de ce tueur est qu'il était tueur en série, violeur et voleur. Chers lecteurs, attention, ce récit audio est déconseillé aux personnes sensibles. Ce qui va suivre est très dur à entendre, donc soyez avertis et responsables avant d'aller plus loin. Chapitre 1. La nécrose de l'âme. Vadim Ershov n'est pas né monstre, il a été sculpté par la cruauté. Dans son enfance glaciale de Krasnoïarsk, la tendresse était un mythe et la violence, le seul langage. Sa mère, une femme au visage dur comme la pierre sibérienne, le battait pour un regard mal placé, l'humiliait pour une larme versée. Mais le vrai tournant, la première fissure dans son psychisme déjà fragile, fut son jardin secret. Il n'y jouait pas avec des figurines, mais avec la vie. Il attrapait les chats errants, les attachait par les pattes, et avec un vieux canif, il pratiquait. Il n'agissait pas par haine, mais par une curiosité froide et clinique. Il voulait voir combien de temps un petit cœur pouvait battre sous la torture, comment les yeux d'une créature perdaient leur éclat avant de se vider. C'était son laboratoire, le berceau de sa future carrière. Il n'éprouvait aucune joie, seulement une satisfaction vide, le sentiment d'être le seul maître d'une vie et d'une mort. Chapitre 2. L'éveil du prédateur. En 1992, l'animal est sorti de sa tanière. Sa première proie fut une étudiante de 16 ans, perdue dans les brumes du soir près du fleuve Yenisei. Il ne l'a pas violée, pas tout de suite. Il l'a traquée, un fantôme dans les buissons, savourant sa montée de panique. Quand il l'a eue, il l'a simplement jetée au sol, un couteau à la gorge, et l'a forcé à le regarder droit dans les yeux alors qu'il se masturbait. L'acte n'était pas sexuel, il était une démonstration de pouvoir absolu. Il l'a laissée là, tremblante, brisée, mais vivante. Il voulait qu'elle devienne un messager de la peur, un avertissement vivant. Quelques semaines plus tard, il a passé à l'acte final avec une employée de 42 ans. Là, pas de jeu, juste une fureur bestiale. Il l'a violée dans une allée sombre, puis, avec un gros morceau de bois, il a pilonné son visage jusqu'à ce que ce soit une bouillie informe, ses cris étouffés par le bruit des os qui se brisaient. Il l'a laissée pour morte dans une flaque de son propre sang, le visage méconnaissable. Chapitre 3. La symphonie de la souffrance, meurtre confirmé 1 à 6. La boulangère, une femme de 45 ans qui fermait sa boutique. Il s'est glissé à l'intérieur. Au lieu de la tuer immédiatement, il l'a attachée sur une table en bois et l'a forcée à manger de la farine mélangée à du verre pilé, savourant chaque gargouillis de douleur. Elle est morte d'hémorragie interne après des heures d'agonie. Le vieux clochard, un alcoolique endurci qui dormait sous un pont. Ershov l'a réveillé, lui a offert une bouteille de vodka, puis l'a aspergé d'essence. Il ne l'a pas brûlé vif. Il a allumé le feu à quelques mètres, forçant le vieil homme à se rapprocher de la flamme pour se réchauffer, jusqu'à ce que ses vêtements s'enflamment. Il a regardé la silhouette danser dans le feu. La jeune mariée, une femme de 24 ans, rentrant tard d'un dîner. Il l'a kidnappée et emmenée dans un entrepôt désert. Là, il l'a suspendue par les pieds et l'a écorchée vive à l'aide d'un couteau à éplucher, ne s'arrêtant que lorsqu'elle a rendu son dernier souffle, son corps une toile de sang. L'étudiant en médecine, un homme de 22 ans. Ershov a vu en lui une proie intellectuelle. Il l'a ligotée et, avec une tenaille de mécanicien, lui a arraché les ongles un par un, puis les dents. Il voulait détruire non seulement son corps, mais aussi son avenir, son sourire. La dame de la compagnie d'électricité. Une femme de 38 ans qui avait osé lui faire une remarque sur une facture. Il l'a suivie chez elle, l'a violée, puis l'a étranglée lentement avec un câble électrique, savourant l'ironie de la situation. Le pêcheur à la ligne. Un homme de 50 ans trouvé près du lac. Ershov l'a noyé, mais pas simplement. Il l'a maintenu sous l'eau par intermittence, le laissant remonter prendre une bouffée d'air juste avant la noyade, répétant le processus pendant près d'1 heure, un jeu cruel avec la respiration. Chapitre 4. L'art de la mutilation, meurtre confirmé 7 à 12. La professeure de musique, il l'a violée, puis a pris son violon et lui a enfoncé le manche dans la gorge, la tuant avec l'instrument de son art. Le militaire en permission, un jeune homme costaud. Ershov l'a drogué et, pendant qu'il était inconscient, lui a ouvert le ventre, a tiré une partie de ses intestins et les a noués autour de son cou. Une mise en scène macabre. La coiffeuse, il l'a tuée dans son salon. Après le viol, il lui a coupé les seins et les a placés sur des mannequins de tête dans sa vitrine,
comme une exposition grotesque. Le livreur de pizza. Il l'a poignardé des dizaines de fois avec un ouvre-boîte, créant des blessures circulaires et irrégulières, une torture lente et inefficace. La secrétaire. Il l'a emmenée dans les bois, l'a attachée à un arbre et a lacéré son corps avec des branches d'épines piquantes et pointues, la laissant saigner à mort. Le taxidermiste. Pour cette victime, Herreshoff a été plus créatif. Il l'a tué puis a tenté de le naturaliser, le bourrant de feuilles pour lui donner une forme humaine, le laissant assis sur un banc comme une statue de chair morte. Chapitre 5. La descente aux enfers, meurtre confirmé 13 à 19. La gardienne d'enfants. Il l'a forcée à bouillir un chat vivant avant de la tuer. Le mécanicien. Il l'a écrasé lentement avec son propre cric hydraulique, en commençant par les pieds. La bibliothécaire. Il l'a étouffée avec des pages de livres qui lui forçaient à avaler. Le fermier. Il l'a battu à mort avec une pelle, puis a utilisé la même pelle pour l'enterrer debout, la tête seule dépassant du sol. L'infirmière. Il l'a violée avec une seringue usagée, puis lui a injecté de l'air dans les veines pour provoquer une embolie. Le chef de gare. Il l'a attaché sur les rails et a regardé le train de marchandises le démembrer. La dernière victime identifiée. Une adolescente de 17 ans. C'est son crime le plus sadique. Il l'a gardée en vie pendant 3 jours dans sa cave, la nourrissant de restes, la violant et la torturant à intervalles réguliers, enregistrant ses supplications sur un magnétophone. Il ne l'a tuée que lorsque sa voix s'est éteinte. Chapitre 6. Les échos de l'agonie, les 8 tentatives de meurtre. Tentative 1. Une femme qui l'a violée et qui l'a éventrée, mais qui a été trouvée à temps par des promeneurs et a survécu, marquée à vie. Tentative 2. Un homme à qui il a tiré dessus avec une carabine à air comprimé, en visant les yeux. L'homme a perdu un œil mais a survécu. Tentative 3. Une adolescente qui l'a jetée d'un pont sur une autoroute. Elle a survécu avec de multiples fractures. Tentative 4. Un ivrogne qui l'a pendu à un arbre. Le branchage a cassé sous son poids, le laissant inconscient mais vivant. Tentative 5. Une femme qui l'a enfermée dans un congélateur industriel. Elle a été retrouvée hypothermique mais vivante des heures plus tard. Tentative 6. Un homme qui l'a poignardée et laissée pour mort dans une décharge. Il a rampé jusqu'à la route et a été secouru. Tentative 7. Une prostituée à qui il a mordu la gorge, arrachant un morceau de chair. Elle a saigné abondamment mais a survécu. Tentative 8. Un adolescent qui l'a battu et laissé nu dans la neige par -30 degrés Celsius. Il a souffert de graves gelures mais a survécu. Chapitre 7. Le butin sanglant, les vols meurtriers. Ces vols n'étaient jamais que pour l'argent. C'étaient des prétextes pour tuer. Il a volé et tué un petit commerçant en l'étouffant avec un sac en plastique. Il a volé et tué une veuve en la poussant dans les escaliers. Chaque vol était une opportunité de satisfaire sa soif, le butin étant juste un bonus macabre. Chapitre 8. L'affrontement final, le meurtre du policier. Le point culminant de sa carrière fut le meurtre d'un policier. L'officier, un jeune homme nommé Igor, l'a interpellé pour un contrôle routier de routine. Herreshoff a paniqué. Au lieu de se soumettre, il a sorti un pistolet qu'il avait volé et a tiré à travers la vitre, atteignant Igor en pleine poitrine. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il est sorti de sa voiture, a traîné le policier mourant dans le fossé, et lui a tiré une dernière balle dans la tête à bout portant. Avant de fuir, il a pris le portefeuille d'Igor, non pas pour l'argent, mais pour sa carte d'identité, un trophée ultime. Ce fut son erreur. La fureur de la police a été décuplée. Il n'était plus à la chasse d'un simple criminel, mais d'un de leurs tueurs. Chapitre 9. La chute du monstre. La pression était énorme. Mais c'est une vieille connaissance, une survivante de l'une de ces tentatives de meurtre, qui a fourni le détail qui a tout fait basculer. Elle se souvenait d'une cicatrice particulière sur sa main, une marque de brûlure. La police a commencé à chercher cet homme. Ils ont fini par localiser Herreshoff. Lors de son arrestation, il n'a pas résisté. Il a souri, un vide glacial dans les yeux. Chez lui, ils n'ont pas trouvé que des preuves. Ils ont trouvé un autel. Des photos de ses victimes, des morceaux de corps conservés dans des bocaux de formol, et les cassettes audio de ses supplices. C'était le musée de sa propre horreur. Chapitre 10. L'héritage de la bête. Vadim Herreshoff a été condamné à la prison à perpétuité. Mais dans les rues sombres de Krasnoïarsk, son fantôme hante encore les mémoires. Il n'est pas devenu une légende, mais une cicatrice. Le nom Herreshoff est synonyme d'une peur si profonde, si viscérale, qu'elle a changé la ville à jamais.
Il a démontré que le mal le plus absolu ne vit pas dans les enfers, mais bien ici, parmi nous, avec un visage d'homme et un vide là où devrait se trouver une âme. Son héritage n'est pas un nombre de victimes, mais la certitude terrifiante que de tels monstres existent, et que la porte de leur enfer peut s'ouvrir à n'importe quel coin de rue sombre. En janvier 2026, date actuelle, Vadim Ershov est mort depuis 11 ans. Il était emprisonné dans une prison de haute sécurité en Sibérie, probablement dans la région de Krasnoïarsk ou d'Iroutsk. Cause officielle, maladie, non précisée publiquement, mais des sources proches de l'administration pénitentiaire évoquent des complications liées à une tuberculose résistante et à une dégradation générale de la santé. Il avait été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité en 1999, après avoir été reconnu coupable de 19 meurtres qualifiés, 8 tentatives de meurtre, violences sexuelles, vol aggravé et le meurtre d'un officier de milice. Il purgeait sa peine dans l'une des colonies les plus sévères de Sibérie, réservée aux criminels les plus violents. Sa mort n'a suscité aucune couverture médiatique nationale. Aucune cérémonie. Il a été enterré dans une fosse commune anonyme, comme la loi russe le prévoit pour les détenus sans proches ou sans demande explicite de la famille. L'homme qui avait semé la terreur dans Krasnoïarsk a disparu sans laisser de tombe. Personne ne sait où reposent ses os, et personne ne le regrette. Plus de 70 crimes lui seraient attribués. Il est considéré comme l'un des tueurs en série les plus terribles de l'histoire. Voilà, chers lecteurs et lectrices. J'espère que cet audio, bien que macabre et horrible sur ce personnage, vous a montré le cas d'un individu extrêmement sadique et dérangé poussé dans une perversion diabolique et mortuaire.